Bonjour à toutes et à tous. J'ai le grand plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une émission spéciale en direct de Washington, D.C. avec deux personnes que vous connaissez bien dans la dissidence et la résistance française, Emmanuel Darle et Vincent Pavant. Vincent et Emmanuel, soyez les très bienvenus sur Place à la démocratie. Merci Chekura, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et bonsoir à tous les auditeurs. On est donc dans une situation tout à fait particulière aujourd'hui. Alors, je sais que vous êtes des pigeons voyageurs de haut vol puisque vous traversez l'Europe et le monde maintenant avec cette volonté de parler de la crise Covid, de ce qui s'est fait pendant la crise Covid, de découvrir tout ce qu'on nous a caché et de nous réinformer avec des faits, avec des données qui sont trafiquées. Et cette fois-ci, vous êtes à Washington, D.C., dans le bâtiment Russell du Sénat américain, à Washington, donc aux États-Unis. Vous avez passé un long moment, enfin deux longs moments dans la salle JFK, c'est ça? C'est ça. Exactement. Ah oui. Pour 3 jours de conférence? Alors, on a eu pendant jeudi, vendredi, vendredi, samedi, dimanche, je vais arriver. On était au Gaylord Conference Center, en fait, où on va revenir d'ailleurs sur ça. Et puis, Oui. aujourd'hui, donc, on est au Sénat, dans le bâtiment Russell. Alors, c'est pas dans le Capitole, hein, c'est un bâtiment qui est à côté et dans une salle, dans la salle JFK où, alors, pour le coup, alors nous, on avait compris qu'on avait présenté, mais en fait, c'est Christian Perron qui a représenté la France ce matin. Donc, il a été vraiment magistral et il a notamment parlé de l'article 4, de toutes les dérives finalement totalitaires du gouvernement Macron, qui s'inscrit finalement dans une espèce de continuité depuis 4 ans et qui arrive ici à son paroxysme. Il y a quelques, voilà, on va dire, il y a 2 semaines, où il a été voté à l'Assemblée nationale, enfin, même je crois que c'était la semaine dernière, très tôt le matin, après une session qui avait duré jusqu'à 3 heures du matin. Enfin, voilà. Donc, on est justement dans ton émission Place à la démocratie. Je trouve qu'elle porte très bien son nom, puisque en France aujourd'hui, il n'y a plus, visiblement, de démocratie, puisque finalement, les représentants de l'État, leur travail, en fait, leurs travaux sont complètement bafoués. Et notamment cet article 4, qui est une pierre à l'édifice du totalitarisme du gouvernement Macron, est extrêmement révélatrice. Voilà. Alors, il y a surtout une méthode. Il y a une méthode macroniste que maintenant on peut voir. Donc, on gouverne à coup de 49-3 pendant les gouvernements Borne. Là, aujourd'hui, on voit un article 4 qui n'est pas voté et qui finalement revient par la petite porte pendant la nuit parce qu'on fait revoter. Donc, c'est vraiment des méthodes ce sont des méthodes de voyous, ce ne sont pas des méthodes utile et efficace en démocratie. Et ça, on est absolument d'accord. On va revenir sur la situation dans laquelle vous vous êtes retrouvés. Vous avez accepté donc de venir aux États-Unis pour ce International Crisis Summit, donc le sommet international de crise sur la Covid. Et vous n'en êtes pas à votre premier essai. Vous avez fait ça au Parlement européen. Il me semble que vous étiez aussi à Bucarest, en Roumanie. Voilà. Et cette fois-ci, c'est aux États-Unis. Donc, effectivement, vous avez parmi les intervenants et les gens qui vous invitent, ou en tout cas qui participent, des gens qui sont très politisés. On va revenir sur cette question pour l'évacuer immédiatement. Oui. Sur les affiches que j'ai pu voir, j'ai vu le symbole, enfin le logo d'une association américaine qui s'appelle la CPAC, qui est la conférence politique pour les conservateurs américains. Donc, c'est bien une association politique qui a tenu son congrès quasiment en même temps que vous, en fait. Les dates étaient du 21 au 24 février. Donc, vous vous êtes retrouvés, en fait, au même endroit, avec effectivement la visite de Trump qui est passée entre-temps. Mais en fait, ce sont bien deux événements séparés. Tout à fait, oui. Moi, je vais juste revenir. Je vais le dire. Non, attends. Alors, tout à fait. Les deux événements sont bien séparés, mais je tiens quand même à dire un truc. C'est que nous, quand on est arrivé donc à l'ICS, pour faire l'ICS comme on avait l'habitude de faire, on nous a dit voilà, il faut retirer votre badge CIPAC, etc. Donc on est allé retirer notre badge CIPAC. Moi, j'ignorais ce que c'était CIPAC en fait, jusqu'à ce que en fait je voie voilà Trump
partout, etc. Et donc, on s'est retrouvés hier dans ce qu'on nous a dit, oui, il y aura Trump, etc. Je dis, bon, moi, je suis pas du tout trumpiste, hein, attention. Donc, voilà. Et donc, on est allé, on s'est retrouvés dans une réunion de républicains avec des personnes qui portaient des tenues avec écrit Trump partout. C'était voilà, c'était assez violent pour moi. C'est mon sentiment. Alors, bon, évidemment, tu te retrouves dans une réunion politique. Tu te retrouves dans une réunion politique. Tu es là pour soutenir la candidature de Trump. C'est sûr que c'est pas l'endroit où tu imaginais atterrir. Et toi, Vincent? En fait, Emmanuel, bon, je vais quand même rétablir un peu les choses de manière plus factuelle. Donc, l'ICS, bien sûr, c'est l'International Crisis Summit. Donc, c'est organisé par une association canadienne qui s'appelle Grassroots Association, en fait, un petit peu comme Bon Sens, Info Liberté, qui a juste une activité associative dans l'idée d'organiser donc des conférences, notamment sur la crise de Covid, mais qui devient effectivement le Covid maintenant un symptôme d'une crise politique plus profonde, donc comme tu as évoqué, une crise démocratique tout simplement, avec partout dans le monde des textes qui sont votés sur la censure, etc. etc. Bon. Il se trouve qu'effectivement, il y avait le CIPAC, donc qui est le truc des Républicains, donc pour lancer la campagne de Trump. Et en réalité, il y a eu une invitation des Républicains envers Robert Malone. Robert Malone, vous le savez, c'est un des découvreurs des vaccins ARN, etc., qui est un des leaders du mouvement de l'ICS, c'est-à-dire qui quelque part participe au programme scientifique de l'ICS, etc., etc. Et il se trouve que Robert Malone est considéré par les Républicains comme étant un good doctor. Donc, effectivement, la question du soin sur le Covid aux États-Unis s'est posée comme partout dans le monde. Et comme en France ou dans d'autres pays, c'est en général les conservateurs qui ont permis d'ouvrir la parole sur ces effets indésirables, sur ce qui se passe. Et donc aujourd'hui, on est à l'invitation du sénateur Ron Johnson, donc dans la salle JFK au Congrès américain. De même que, par exemple, Laurence Muller-Braun avait organisé, donc vous savez, sénatrice républicaine, avait organisé donc, au Sénat français une réunion d'information avec des associations de victimes, avec des associations, etc. Et Laurence Muller-Braun, nous-mêmes avions formé avec d'autres sénateurs, via Réinfo Liberté et le CSI, sur les effets indésirables, etc. Donc au début de l'année 2022. Donc en réalité, le problème est le suivant, c'est-à-dire que dans la manière de laisser la parole aux gens spécialistes, en fait, qui ont quelque chose à dire sur le Covid, que ce soit le professeur Raoult, le professeur Perron, moi-même Emmanuel, le CSI, etc. En général, les seuls qui ouvrent la parole, ce sont plutôt des gens conservateurs. L'exception notable étant Michel Rivasi, pour feu Michel Rivasi, dont tout le monde regrette évidemment la disparition, qui porte un coup très sévère à la démocratie, je pense justement. Oui. Pour une raison simple, c'est que Michel Rivasi vient de Tchernobyl. Elle s'est formée politiquement au moment de Tchernobyl, et par conséquent, elle a la connaissance des faux narratifs. Parce que Tchernobyl était un faux narratif qui est exactement le même que celui qu'on a pour le Covid. Le nuage s'était arrêté à la frontière, etc., etc. Et je pense que du coup, dans la culture politique de Michel Rivasi, qui est quelqu'un profondément de gauche chez les écolos depuis très longtemps, en réalité, il y a effectivement cette idée que il faut laisser la parole critique. Et donc Michel Rivasi était vice-présidente, vous le savez, de la commission Covid, avec Virginie Joron, puisque Virginie Joron fait partie du Parlement européen, donc des personnes qui laissent la parole. Donc en fait, c'est une vraie question, c'est pourquoi seuls les conservateurs, en fait, que ce soit en France ou à l'étranger, sont ouverts à la parole critique sur le Covid. C'est une question entière qu'il faudra poser à la gauche. On n'a jamais pu, c'est pas faute d'avoir essayé, avoir accès à la gauche, même si récemment il y a eu cet article dans Monde Diplomatique. Monde Diplomatique, je rappelle, sur la gauche universitaire, en gros, pour remettre en cause la politique de suspension des soignants, chose qui n'avait pas été dénoncée à l'époque par les syndicats qui avaient laissé faire, en gros, ni par Mélenchon. Et je rappelle que récemment, quand l'article 4 a été voté, Mélenchon n'était pas là, dans aucun cas, et la seule qui ait pris la défense du professeur Raoult publiquement, c'était Marine Le Pen. Voilà. Donc, en fait, il y a un problème, mais qui ne nous appartient pas. C'est-à-dire que nous, en tant que scientifiques, on veut effectivement faire porter notre message devant les institutions sanitaires et les institutions politiques, parce qu'elles ont les moyens d'agir par des commissions d'enquête, par des réunions. C'est ce qui se passe au Parlement américain ici, c'est ce qui s'est passé en France. Et par conséquent, en fait, on n'a pas vraiment le choix, si vous voulez, si on veut faire porter une parole efficace, de sorte que des actions puissent être mises en place, il faut aller là où nous ouvrent les portes, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Voilà. Alors moi, je vais quand même rajouter Merci pour cette explication. Oui, bien sûr. Moi, je voudrais quand même rajouter une chose, parce que moi, je ne supporte pas qu'on me censure comme Vincent vient de le faire. On a été inscrit au CIPAC hors
hors de notre volonté. On ne nous a jamais demandé si on voulait participer à ce truc. On nous l'a imposé. Il faut remettre les choses dans l'ordre, s'il te plaît. On s'est retrouvé avec un badge. Donc, finalement, on n'a jamais demandé. Ce qui, pour arborer une soi-disant soutien à Donald Trump, moi, je ne supporte pas d'instrumentaliser. Ça, je tiens à le dire. Je ne soutiens pas aucun parti conservateur. Bien au contraire. Voilà. Donc, je pense que oui, il y a malheureusement des manipulations derrière politiques, qu'il y a des instrumentalisations de scientifiques. C'est pas un problème qui est nouveau, hein. Donc, sauf que là, à mon sens, il a été exacerbé. Voilà. Je pense qu'on a évacué cette question. Je vous remercie tous les deux pour votre franchise, parce que honnêtement, de mon point de vue à moi, de médias indépendants, ce que je vois, c'est exactement ce que vous décrivez. Une sphère politique coupée en deux, l'une qui essaye de vous donner la parole pour des motivations que je ne comprends pas toujours, des mainstreams qui tronquent systématiquement ce que vous avez à dire, et une partie de la dissidence française qui vous colle une étiquette sur le dos pour décrédibiliser vos propos. Donc, si vous voulez, merci pour ce petit préambule qui, clairement, était nécessaire pour remettre les pendules à l'heure et qu'on reparte sur des bonnes bases de discussion. Ceci étant dit, vous êtes là depuis 5 jours. Vous avez dû rencontrer des gens absolument extraordinaires, tous experts dans leur domaine. Et j'aimerais que vous commenciez par me dire, alors honneur aux dames, j'aimerais que vous commenciez par me dire quelle a été la nature de vos interventions personnelles et ce que vous avez pu retirer, en fait. Le deuxième point, on va commencer par ton intervention, Emmanuel, et ensuite on verra avec celle de Vincent. Et puis après, je vous poserai la question, qu'est-ce que vous avez pu en retirer de ces journées très riches, de toutes ces informations, et puis dans quel sens ça avance? Voilà. Donc, Emmanuel. Alors moi, j'ai parlé autour justement de la fraude de l'hydroxychloroquine, hein, qui a fait quand même le tour du monde, hein. Elle est allée, elle a traversé l'Atlantique, hein, elle est allée donc aux États-Unis, puis elle a également fait, également été parue donc dans les médias mainstream en Chine et ailleurs, hein, et même en Amérique du Sud. Tout ça justement pour dire en fait l'hydroxychloroquine ça marche pas, et pour continuer à véhiculer l'idée que derrière seules finalement les injections fonctionneraient. Finalement ça serait voilà, Pfizer serait le sang sauveur, et cet article là c'est une fraude scientifique au même niveau et même qui dépasse même l'affaire du Lancet. Donc Ah en oui, fait, d'accord. j'ai remis en fait un peu les pendules à l'heure en expliquant notamment toute la supercherie de cette étude scientifique, qui est une honte, hein, pour une insulte à l'intelligence humaine et une honte également à la science et à ces chercheurs français. Et puis, donc après, j'ai fini mon intervention sur ce qu'a proposé, on va dire, Vincent, donc suite à ces 2 articles dans François, hein, justement le problème de certaines idéologies qui ont envahi à une époque, hein, certaines universités, et puis avec des questionnements pour savoir si vraiment ces idéologies en fait étaient toujours présentes, et si on pouvait considérer ou non qu'il y avait un rapprochement finalement entre cet article, hein, frauduleux, et puis toute l'idéologie autour, voilà, notamment qui a été véhiculée par l'Université de Lyon, fut un temps, et ça je tiens bien à le dire, fut un temps, autour de l'idéologie nazie, hein, avec le problème des hôpitaux psychiatriques, hein, qui notamment qui faisaient mourir leurs patients de faim. Voilà. Guy. Tout à fait, oui. Donc je vais enchaîner. Effectivement, un des gros problèmes qu'on a vu pendant cette crise, notamment ce qui s'est passé dans les EHPAD avec grand 1 l'interdiction de la chloroquine, très rapidement, grand 2 le Rivotril, avec effectivement, on le sait, il y a des témoignages qui sont montrés, et Ciotti, le rapporteur de la commission qui a étudié sur la Rivotril, avait dit on n'a pas donné les mêmes chances à tout le monde. Sous-entendu, on a effectivement laissé mourir des gens, voire on les a fait mourir, avec des familles qui se sont retrouvées du jour au lendemain avertis que leurs proches étaient morts sans avoir pu les voir, sans pouvoir les enterrer. Et donc, le gros problème, c'est qu'il y a une gestion, hélas, de la mort des plus vieux qui était connue, qui était planifiée. Et moi, j'ai rappelé dans ma présentation
le fait que également ce qu'on a vu très vite arriver dans les statistiques de mortalité, c'est le fait que les gens arrivaient trop tard à l'hôpital. Et en fait, quand ils arrivaient à l'hôpital, ils mouraient très vite à l'hôpital. Et en fait, une des raisons de ça, c'est qu'on avait donné des messages de rester à la maison, surtout n'allez pas voir votre médecin si vous avez des symptômes modérés, et n'appelez les urgences qu'en cas de symptômes graves, avec la conséquence derrière, je l'ai rappelé, de ce qu'on appelait l'hypoxémie heureuse, c'est-à-dire le fait qu'on désature en oxygène sans avoir de symptômes. Et au moment où on a les symptômes, du coup, eh bien, on arrive à l'hôpital, mais c'est trop tard. Et j'ai rappelé qu'en fait, ces chiffres étaient connus des autorités françaises, notamment du conseil scientifique de Simon Cauchemez, etc. Et que plutôt que de se dire, oui, on a donné des mauvaises indications, il fallait surveiller le pouls, l'oxygène de pouls, pardon, et supplémenter les gens qui désaturaient en oxygène, eh bien, on leur a dit de rester chez eux, de sorte que beaucoup de gens sont morts sans avoir pu aller à l'hôpital. Et les chiffres de Pierre Chaillot là-dessus, parce qu'on avait beaucoup discuté avec Pierre Chaillot de cette fois-là, c'est qu'on suppose qu'entre 6 et 7 000 morts, en fait, des personnes qui n'ont pas pu être soignées parce qu'elles sont arrivées trop tard à l'hôpital à cause d'un taux en oxygène désaturé. Voilà. Donc c'est ce qu'on a rappelé en disant oui, il y avait des informations qui étaient connues sur la mortalité liée au message en fait, de santé publique. Et malgré ça, en fait, on a persisté, ce qui pose la question, et ça avait été donc une question posée par l'avocat Legvac, donc en 2021, qui avait demandé donc un référé administratif pour savoir dans quelles mesures et dans quelles conditions on avait injecté les plus anciens au Rivotril dans les EHPAD, dans quelles conditions on les avait soignés ou pas. Et en fait, le référé est rejeté, c'est-à-dire que l'administration française refuse d'ouvrir déjà les archives en fait, sur les morts en EHPAD, qu'ils soient morts effectivement de Rivotril ou qu'ils soient morts par manque de soins pour n'avoir pas eu être ramenés en réanimation. Et donc c'est pour ça que j'ai écrit dans France Soir, comme l'a rappelé Emmanuel, elle l'a rappelé très bien. D'ailleurs, en suivant en cela les idées de Vera Charav, qui a beaucoup parlé sur cette question, notamment un discours dès 2022 sur effectivement l'eugénisme, puisqu'il faut le noter. L'eugénisme et l'euthanasie, hélas, ont sans doute été à l'œuvre, sans qu'on le dise, un petit peu en mettant sous le tapis, sans qu'on veuille ou pas l'établir par la relecture des archives. Et c'est ça en fait qu'on a dénoncé, Emmanuel et moi-même. Emmanuel a dénoncé effectivement le fait que le papier de Lega sur la soi-disant létalité de la chloroquine est complètement truqué. Et en réalité, on continue tous les deux donc à explorer cet article et à montrer en réalité que les fraudes sont encore bien plus vastes que ce qu'on imagine. Et Emmanuel a très bien fait de rappeler que c'est pire que le Lancet. Et de mon côté, j'ai rappelé qu'on savait très bien pourquoi les gens mouraient. Ils mouraient par manque de soins tout simplement. Et plutôt que d'infléchir rapidement quand on avait l'information, la politique, on l'a continué. Et donc pour moi, c'est très clair qu'il y a eu une volonté de laisser les plus vieux, et là, c'est ça. Alors moi, je vais juste ou les plus fragiles, ou les plus fragiles peut-être, ou les plus fragiles peut-être. Les plus fragiles, ceux qui avaient des comorbidités, effectivement, mais ça, c'est pas des données statistiques. Par exemple. Oui. Mais souvent, les plus fragiles étaient aussi les plus âgés, même si effectivement, ceux qui ont beaucoup pris, c'était les 65-85 ans. Alors moi, je vais juste compléter une chose, hein, c'est que dans les médias ont beaucoup parlé de l'article de Lega. Finalement, ils n'ont jamais mentionné qu'il y avait eu une première version de cet article qui avait été parue en 2022, qui avait été publiée en 2022 lors d'une conférence à Lille. Et en fait, il n'y avait pas 17 000 morts. Les auteurs en considéraient à peine 10 000. Et quasiment moins de la moitié, si vous voulez, dans la version 2024, il y a à peu près 9 000 et quelques morts, 12 000 morts à peu près aux États-Unis. Dans la première version, il y en avait à peine, même pas 5 500. Donc en fait, finalement, entre 2022 et 2024, ils ont augmenté de 7 000 morts. Et la question, c'est pourquoi ? Eh bien, en fait, pourquoi est arrivé cet article ? Pourquoi Véran l'a utilisé pour faire passer l'article 4 ? Parce que déjà, peut-être que moins de 10 000 morts, ce n'était pas assez vendeur. Et puis surtout, il y avait une volonté de vouloir absolument faire passer un article de loi liberticide et qui allait tuer notamment la voix, on va dire, qui tente de tuer la voix de Didier Raoult, mais qui tente également de tuer toute voix scientifique dissidente. Et donc, ils ont eu besoin de pouvoir augmenter ce nombre de morts pour créer du buzz, puisque là, on est vraiment dans le buzz malsain, hein, vraiment. Et donc, moi j'ai écrit aux auteurs, j'ai écrit 3 mails aux auteurs il y a près de 2 mois. Et je leur ai demandé, mais comment vous avez fait pour passer de 10 000 à 17 000 en 2 ans avec les mêmes données, les mêmes méthodes ? Comment c'est possible ? Parce que moi, je ne comprends pas, en fait. Et j'ai lancé là une invitation
pour un space mercredi soir. Donc, Oui, j'ai vu passer sur ça. Twitter. Voilà. Et on me répond que finalement, Monsieur Le Guen ne peut pas être là parce qu'il est en train Tiens, de dîner. oui, Et puis on bien me sûr. répond, des no fake mates me répondent, non, mais on n'a pas trop envie de débattre parce que ça vous donnerait du crédit. Mais quoi, Moi, ça me donnerait du crédit? j'ai une question pour vous deux. J'ai une question pour vous deux. J'ai appris, petite, que la science, c'était un débat permanent, que ce qu'il y avait dans mes livres de science, c'était ce qu'on savait à l'instant T et que les choses pouvaient évoluer au fur et à mesure des progrès de la connaissance humaine. Et j'ai appris qu'il y avait des théories et qu'il y avait des choses qui avaient déjà été prouvées et que même quand elles avaient déjà été prouvées, on pouvait revenir dessus au fur et à mesure de l'avancée des connaissances humaines. Expliquez-moi ce qui s'est passé, s'il vous plaît, si vous avez une explication. Comment ça se fait que j'ai eu cet enseignement scientifique et qu'aujourd'hui, toutes les institutions, que ce soit européennes, occidentales, voire mondiales, remettent en question la démarche scientifique telle qu'elle a été enseignée depuis très longtemps et qui a permis l'avancée du progrès? J'ai pas l'impression qu'on soit retourné à l'époque de Galilée. Si? Alors si, non seulement l'époque de Galilée, mais bien pire, celle de Lysenko, puisque Lysenko était effectivement un modèle de censure scientifique pour essayer d'imposer une fausse théorie donc, sur la germination des plantes en particulier via des théories absolument ubuesques de science. Et en réalité, bon, la science, justement, parce qu'elle est tout simplement, comme tu l'as rappelé, une voie critique, en fait, ne peut pas exister dans un système qui veut prétend avoir la vérité. Et donc, on revient, comme j'ai dit hier, d'ailleurs, dans une table ronde à l'ICS, bon, c'est la bataille de la vérité contre le mensonge, la vérité qui nécessite effectivement toujours une approche contradictoire et une confrontation des faits notamment, des interprétations qu'on en donne. Donc c'est juste effectivement l'avènement d'un État dictatorial, et ça a été rappelé plusieurs fois à l'ICS, et c'est une des raisons pour lesquelles aujourd'hui on a eu des journalistes, des hommes de loi qui sont venus rappeler quelle était en fait en gros l'intention derrière, en particulier via le traité pandémique de l'OMS qui est étudié de manière très sérieuse par un certain nombre de juristes, de Alors, scénaristes. pause. Le traité de l'OMS. Je vais quand même rappeler des bases si on veut avoir un débat clair. Il n'existe pour l'instant pas de traité. Un traité, c'est un texte très précis. Il existe des recommandations non obligatoires, applicables par leurs États en conformité avec le droit national. Attention, parce que le traité de l'OMS, je découvre dans les groupes dissidents, en particulier européens, voire occidentaux, que ça devient le truc à la mode. Tout le monde veut signer des pétitions contre un traité de l'OMS qui, pour l'instant, n'existe pas. Attention. Ouais, d'accord. Ouais, le texte, ce sont des recommandations. Il n'y a pas de traité au sens propre du terme avec une signature de l'ensemble des États. Tout à fait. Alors, je vais rajouter que c'est justement le projet, c'est-à-dire d'avoir un texte qui devienne ensuite juridiquement contraignant pour les États. Donc, Bien sûr. C'est ça qui va être proposé, qui va être signé. Donc, effectivement, c'est le projet de traité, on peut dire, de projet pandémie, traité, mais il est très clair dans sa forme juridique. Il deviendrait contraignant, en fait, sur les États, contrairement d'ailleurs à la plupart des constitutions de certains États qui, justement, défendent leur souveraineté. Et alors, tout ça pour dire que, en fait, pour reprendre ce que je disais, il y a l'article 4 en France, on est la preuve, une très grande volonté maintenant de censure, donc de dictature, pour imposer eh bien, aux gens l'absence de choix, notamment sur le choix d'être traité ou pas, de se faire vacciner ou pas. Donc de plus en plus, le corps appartient à l'État, et c'est ça le problème de la biopolitique totalitaire qui aujourd'hui est à l'œuvre à travers le Covid. Absolument. Donc, il ne faut pas oublier quand même de dire aux gens qu'ils restent maîtres de leur propre corps et qu'ils ont toujours le droit de dire non. Et que dans certains cas, c'est même un devoir. Donc, il ne faut jamais oublier de le dire. Ce n'est pas parce qu'on veut vous imposer des choses d'en haut, d'une façon en plus qui est plus ou moins légale. Moi, cet article 4, excusez-moi, mais on a un Conseil constitutionnel qui ne défend rien du tout, et encore moins la Constitution. Et donc, ces dispositions paraissent illégales. Depuis 2021, on a des dispositions qui sont d'une totale illégalité au niveau de la santé, et on continue à vouloir les appliquer. C'est quand même aberrant. Ce qui est quand même rassurant, il faut quand même le dire, parce qu'on parle de choses qui sont graves et inquiétantes, et ce qui est quand même rassurant, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui arrivent à dire non.
J'ai quand même l'impression que la crise Covid que nous avons vécue a été tellement dure sur beaucoup de gens. Alors, on en mesure des conséquences dramatiques aujourd'hui. Dans le chat aujourd'hui de ceux qui nous regardent, nous avons une dame qui nous dit qu'il y a au moins 3 personnes de sa famille qui sont mortes des effets de l'injection. Donc, c'est pas rien. C'est très grave. Alors, mais ça commence à se savoir. Justement, en fait, il y a eu un longtemps au Sénat qui a été dédié justement aux effets indésirables, avec notamment les interventions de Jessica Rose, qui a fait un gros travail au niveau du VAERS, ce qu'on avait nous présenté en France déjà en 2021. En fait, c'est de façon très, très similaire. Également, il y avait Edward Dowd qui a fait un livre sur les morts subites, mais plus, on va dire, côté coupure de presse, etc., avec quelques indicateurs statistiques, où il a reparlé justement des morts subites, ce qu'on avait également parlé au CSI dans nos interventions l'année dernière. Et donc, Christian Perrol, lui, il a longuement évoqué la situation de la France, parce que, en fait, demain, avec cet article 4, c'est ça qui est très pervers, c'est que n'importe quel chercheur, on va dire scientifique, je veux dire, dans la mesure où il peut, on va dire, dans la mesure où il évoque les effets secondaires, ça peut tomber sur le coup de l'article 4. Et ça, c'est vraiment à bande de... Enfin, voilà. Ça va être très, très compliqué. Alors, nous, on est des chercheurs universitaires, on dispose, et ça pour le coup, tant que la loi n'a pas changé, du moins, notre statut est protégé au niveau de la Constitution française, au terme des libertés académiques. C'est-à-dire qu'on a le droit on a le droit de s'exprimer de façon neutre et indépendante. Donc, on ne peut pas nous accuser voilà, de prendre position ou quoi. Non, on peut simplement dire, voilà, nous, on a une information, on est en droit de la... Voilà, ça fait partie de nos statuts. Mais là, en fait, où vraiment, finalement, c'est plutôt on va dire, les chercheurs indépendants qui n'ont pas forcément d'étiquette universitaire et qui font un travail remarquable, qui peuvent, là, tomber sur le coup de cet article. Ou alors tous ceux aussi qui sont à la retraite, par exemple. Et je pense par exemple à Alexandre Orion-Code. Je pense à des personnes qui ont occupé à un moment donné des postes et qui aujourd'hui... Christian Perron, tout à fait. Et c'est ça le problème, en fait. Et donc, c'est pour ça que pour moi, c'est extrêmement important parce qu'il en va aussi de la reconnaissance des victimes. Et ça, on tente finalement on tente absolument en France de mettre les effets indésirables sous le tapis. Ça s'est passé durant l'OPEC-ST, ça s'est passé encore par rapport au rapport final qui n'existe pas. Il n'y a pas de rapport final. On se demande que font les sénateurs, les députés qui sont grassement payés sur l'argent du contribuable. Ne sont-ils pas capables d'écrire un rapport sur les effets indésirables? Là se posent beaucoup de questions. Et donc, on tente absolument de faire passer toutes les personnes qui ont des voix dissidentes ou même les victimes pour des fausses victimes. Je pense par exemple à Macha, qui s'est fait insulter sur les réseaux sociaux de façon totalement... mais alors, c'est indigne. Et donc, voilà. L'occasion de rappeler que le 1er mars, donc à Marseille, donc vendredi qui arrive, là, il y aura le procès en correctionnel de Guillaume Limousin et Kevin Linhart. Guillaume Limousin donc, contre Didier Raoult, puisque Didier Raoult a porté plainte, et Kevin Linhart, c'est Marc Boyer, puisque je rappelle que Kevin Linhart a accusé Marc Boyer d'avoir battu sa femme, en fait, alors qu'elle était mourante. Et on voit très bien, et on se rappelle également qu'un député de la République En Marche avait été condamné quand avait été annoncé sur les réseaux sociaux la mort de Maxime Beltrame. Ouais. Et ce député, donc, que je ne nommerai pas, eh bien, avait dit non, de toute façon, ce type n'existe pas, ce Maxime Beltrame n'est même pas mort, etc. Voilà, ouais. Et donc, on voit qu'il y a une haine féroce et que dès qu'on évoque l'idée qu'il y a des effets indésirables qui conduisent à la mort, et notamment la mort par des maladies à prions qui avait été annoncée par, on se souvient, Luc Montagnier, et qui a été confirmée d'ailleurs dans l'affaire de Marc Boyer. Et bien, ces gens-là sont accusés en fait, de battre leurs conjoints, de battre leurs femmes par des gens qui sont excités et qui effectivement déshonorent la parole publique tout simplement.
Ceux-là, par contre, en général, continuent à avoir le soutien, on continue à leur donner la parole, on continue à les considérer, c'est très grave. Il y a un renversement accusatoire qui est très important. Et Emmanuel a bien raison de rappeler que les sénateurs et les parlementaires membres de PQST ont fui lâchement leurs responsabilités sur l'écriture d'un rapport définitif s'agissant des effets indésirables. On comprend très bien pour toi. Aujourd'hui, et les chiffres ont été extrêmement éloquents et même très précis au Sénat américain, en fait, il n'y a plus aucun doute sur l'idée que ces vaccins, hélas, sont terribles pour les effets indésirables qu'ils produisent. On n'a jamais vu sur le marché un produit soi-disant thérapeutique avec autant d'effets indésirables. Et en France comme ailleurs, hélas, on les nie, on ne veut pas en parler parce que la faute est tellement immense que la responsabilité serait très grande. Voilà. Calomnier, calomnier, il en restera toujours quelque chose. Alors, on va passer effectivement… oui, il y a quand même, pour le rétropédalage, ou en tout cas le frein que mettent les parlementaires français à essayer d'écrire un rapport, il y a quelque chose, moi, qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est qu'il y a 2 mois, l'Agence européenne du médicament a fait un rétropédalage en règle en expliquant qu'elle n'avait jamais dit, à aucun moment, que cette injection pouvait empêcher la contamination. Je peux vous dire que quand vous ne savez pas à quel point ces injections ont été dangereuses dès le tout début, dès le premier mois, dès qu'on a eu les premières données, ça a été juste terrible. Quand vous voyez un truc comme ça, si vous ne connaissez pas les effets indésirables et les décès accidentels dus à ces effets indésirables, évidemment, ça vous donne envie de rigoler. Après, quand vous voyez les conséquences, ça vous donne beaucoup moins envie de rire. Donc, si même l'EMA rétropédale, on se dit que ça va peut-être pas encourager les parlementaires français à se faire pousser du courage. C'est une réflexion qui me vient comme ça. Sur cette voilà, conférence, enfin sur ces conférences, sur ces 3 jours de conférences auxquelles vous avez assisté et participé, qu'est-ce qui vous a marqué le plus? Alors, je voudrais quand même saluer, si jamais il passe par là, Monsieur Chaillot, que j'avais eu le grand plaisir et l'honneur d'interviewer, que j'ai trouvé être extrêmement pédagogue et tellement carré que on voit que rien ne l'atteint, cet homme-là. Je veux dire, ils peuvent l'attaquer de tous les côtés, il s'en fiche. Les chiffres parlent, il sait les lire, il sait les expliquer, point final. Ben, la circuler, il n'y a rien à voir. Prouvez-moi que j'ai tort. Bon, pour l'instant, personne n'y est arrivé. Donc, si vous le trouvez, saluez-le de notre part. On serait ravis qu'il ait notre bonjour. Qui vous a marqué le plus? Quelles sont les interventions que vous avez trouvées les plus édifiantes, les plus utiles pour la suite? Je ne vous demande pas de faire un palmarès, mais en tout cas, des choses qui vous ont plus touché personnellement. Vincent. Ah, c'est moi. Alors moi, c'est Kevin McKernan, très clairement le généticien en fait, qui a mis en avant le scandale de l'ADN plasmidique. Kevin McKernan est un des plus grands généticiens au monde, qui était responsable du séquençage du génome humain en fait, aux États-Unis, et donc qui est venu parler et qui donc, pour moi, donne une information fondamentale parce que évidemment, pour mettre en évidence la fraude de Pfizer, il faut trouver des angles juridiques, et l'angle juridique de l'ADN plasmidique, pour moi, est fondamental. Donc pour moi, ça a vraiment été le fait que Kevin McKernan rejoigne l'ICS avec Malone, est extrêmement important parce que ça donne beaucoup de poids et de crédibilité. On espère qu'on l'aura aussi ici. Je vais lancer l'invitation. Il avait l'air ravi de pouvoir intervenir dans la ville de Didier Raoult, quelque part symboliquement. Et donc, pour moi, c'était la plus grande. On avait déjà Robert Malone, bien sûr, l'inventeur de la technologie ARN, critique. Aujourd'hui, on a Kevin McKernan sur l'ADN plasmidique, et pour moi, c'est une très bonne nouvelle. Alors pour moi, ça a été l'intervention de Jessica Rose par rapport aux chiffres. Une belle présentation qu'elle a refaite tout à l'heure au Sénat. Sa première intervention à l'ICS, c'était beaucoup plus courte. Là, elle a eu plus de temps. Voilà, et elle a parlé notamment des problèmes de l'eau. Elle a parlé également des problèmes de myocardite et de péricardite. Le problème que finalement, on critique également l'hydroxychloroquine, on critique l'ivermectine, on critique un tas de traitements, mais finalement, tous ces traitements, en termes d'effets indésirables, ne sont aucunement comparables par rapport à ce qu'on a injecté dans le sang de milliards d'individus. Voilà. Alors, j'aimerais rappeler que Christian Perron a souvent été interviewé, en particulier par une
de nos amies communes, Vincent Emmanuel, Roxane Chaffey, et je sais qu'ils ont parlé de quelque chose, moi, qui m'a semblé tout à fait ahurissant dès le tout début. C'est là que j'ai pu comprendre qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. C'est l'interdiction de l'antibiothérapie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous interdisez d'utiliser un médicament et que, suite à cette interdiction, vous autorisez un traitement expérimental, parce qu'en droit français, on ne pouvait pas autoriser un traitement expérimental s'il y avait un médicament déjà existant qui pouvait soigner la maladie qui était visée. Donc, on interdit l'antibiothérapie. Je voudrais quand même rappeler, alors il n'est pas là, Christian Péronne, mais ça a quand même été un de ses chevaux de bataille, de dire que si on avait traité les gens avec des antibiotiques pour les pneumopathies, on aurait sauvé énormément de gens, il y aurait eu beaucoup moins de séquelles graves et à tous les âges. Et ça, c'est quand même quelque chose que les gens ont besoin d'entendre, c'est-à-dire que on va vous parler des dérives sectaires, on va vous parler de traitements alternatifs qui ne fonctionnent pas, etc., visés à l'article 4. On va vous parler de la liberté scientifique qui n'existe pas parce qu'il faut être dans la doxa. Mais on a interdit des médicaments et on a interdit des soins. C'est quand même ça la base du problème. Ah oui, 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 mais complètement. On essaie de bouger de. Non, mais parce qu'on a le câble. Parce que, en Vous fait, avez là, des soucis? dans le... Non, non, c'est qu'on est dans le Sénat, en fait, on s'était posé sur une table pour pouvoir charger l'ordinateur. Et puis là, en fait, on sorte, mais on va se mettre là. Et Bien, écoutez, pose l'ordinateur. Ben non, 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 pose pas l'ordinateur. vous me disiez en Non, préambule tous les deux, vous me disiez en préambule tous les deux que c'est Christian Péronne qui a été choisi pour représenter la France oui, là tout à fait. aujourd'hui. Est-ce que vous voulez nous en dire quelques mots? Oui, alors effectivement, bon, d'abord il faut savoir que c'est quand même quelque chose qui est plutôt américano-américain, c'est-à-dire qu'on est au Sénat américain, et c'est un sénateur américain qui invite, et donc c'est pour effectivement parler, on est en pleine campagne présidentielle, et il s'agit donc de faire ressortir des thèmes pour la campagne, notamment donc la crise Covid. Donc de ce point de vue-là, il y a quand même un panel international, mais il y a très peu d'internationaux. Sur la 25 personnes à peu près qui sont représentées, on doit avoir un quart à peine de gens qui sont extra-nationaux. Et donc évidemment, eu égard à cette très grande expérience des institutions européennes et françaises, les grandes responsabilités qu'il a occupées, Christian Péronne a été choisi pour parler. C'était complètement mérité. Et c'était effectivement mérité. Il a rappelé des effets de censure en France, l'idée qu'on a attaqué très fortement eh bien, les médecins qui avaient des compétences sur la virologie, et donc le fait que lui-même a été dégradé dans ses fonctions parce qu'il avait un discours qui avait un... Voilà. C'est pour ça que Christian Péronne a très bien représenté la partie européenne, puisqu'il n'y avait que 2 ou 3 Européens dans cette... voilà, quelques gens d'Amérique latine également, mais en tout cas une parole qui a été très bien entendue et qui est entrée évidemment en résonance avec ce qui se passe également aux États-Unis, où des médecins perdaient leur licence si effectivement ils avaient un discours qui n'était pas cohérent avec le discours officiel. Et ce qui est vraiment, enfin, moi, ce que j'ai beaucoup apprécié dans la présentation du docteur, enfin, du professeur Péronne, hein, qui a été vraiment magistral, hein, et ça vraiment je tiens à le souligner, parce que c'est pas évident, hein, de se retrouver face à voilà, un sénateur américain dans une espèce de salle comme ça, enfin, changer d'histoire, c'est très impressionnant aussi, et il a vraiment, il est resté, enfin, fabuleux. Et ce qu'il a beaucoup rappelé, ce qu'il a beaucoup parlé aussi, c'est par rapport à cet article 4 et, et finalement tout ce process qu'on a vécu en France pendant 4 ans autour de la censure, autour des décisions autoritaires, totalitaires, pour ne pas dire totalitaires. Et dans la France, c'est quand même le pays des droits de l'homme qui a inspiré, hein, les États-Unis. Donc finalement, là, on se retrouve dans une position qui est dramatique finalement aux yeux des autres pays où on a l'impression de devenir un pays sur le même plan finalement en termes de droits que la Corée du Nord. Et il faut voir, on a suivi un petit peu l'actualité de loin par rapport à ce qui s'est passé au salon de l'agriculture. Un président qui s'en va en courant avec ses ministres derrière, mais quelle image on donne en fait au monde entier. Cette image, elle est catastrophique. On donne une image de la France à travers des fraudes scientifiques comme celle de l'article de Lega. Je ne peux pas dire c'est une fraude, mais en tout cas, moi je peux dire en tout cas que cet article-là,
y a rien qui va, en fait. Il n'y a rien qui va. Alors, si ce n'est pas fait exprès, il faut qu'on m'explique. Oui, Donc, oui. on donne une image vraiment extrêmement voilà, extrêmement ragoûtante finalement en termes de science, en termes de droit, en termes de gouvernement, en termes de gouvernance. Et je pense qu'il est vraiment temps que, j'espère en tout cas que, que les Européennes seront vraiment le moment, on va dire, où qu'il y a un non massif, peu importe, moi je suis absolument pas politisée, je m'en fous, mais un non massif à Macron, quoi. Je veux dire, même si vous votez Zoro, quoi. Je veux dire, voilà, mais voilà. Et, La question. Oui, pardon, Vincent. ouais, juste pour dire que Christian Perron a également rappelé le rôle important des associations, des médias indépendants, associations qui peuvent supporter donc bien sûr la production d'une information, la distribuer, donc se coaliser. Et donc nous, c'est grâce à Réinfo Liberté, effectivement, qu'on peut être ici et donc à la fois prendre des vrais contacts et rester dans la dynamique mondiale que représente l'ICS, et une dynamique mondiale et surtout américaine, puisque ce que beaucoup de gens et d'observateurs savent sans doute, c'est que vraisemblablement, si on doit obtenir, et on espère qu'on obtiendra une justice dans l'affaire du Covid, ça viendra sûrement des États-Unis. Vous savez que les sénateurs américains sont très pugnaces. On l'a vu, donc il y a beaucoup d'auditions qui ont lieu en ce moment, on peut les voir sur les réseaux sociaux. Mais donc, ces paroles en fait critiques qui peuvent être relayées par les sénateurs n'existeraient pas s'il n'y avait pas de médias indépendants et s'il n'y avait pas d'associations derrière pour nous aider. Et ce qu'on fait aujourd'hui, c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'il y a un média indépendant qui vient interroger des chercheurs qui sont partis grâce à une association donc, au Sénat américain pour porter une parole critique parmi tous les meilleurs mondiaux qui, je l'espère vraiment, auront un vrai rôle à jouer demain. Moi, ce que j'espère, c'est que tous ceux qui sont là, que ce soit Peter Corey, qu'on n'a pas cité, Kevin McKiernan, bien sûr Robert Malone, puissent un jour exercer des responsabilités administratives pour mener des enquêtes, notamment sur ce qui s'est passé. Ils ont la légitimité, la connaissance, mais évidemment, aujourd'hui, leur parole, Pierre Corey est président d'une association, Robert Malone également, et c'est à travers aujourd'hui le travail associatif et le travail des médias indépendants qui se sont créés grâce à Twitter, grâce à des réseaux un peu plus ouverts que les autres, qu'on peut avoir encore l'espoir qu'une parole libre permette d'arriver à une justice honnête. Vous dites que les sénateurs américains sont tenaces. Je pense aussi que les gens qui font de la réinformation indépendante sont tenaces. Vous savez, personne ne nous oblige à le faire. On fait juste notre part. Personne ne vous oblige non plus à faire ce que vous faites. Si on le fait, c'est parce qu'on est intimement convaincu que ça dépasse largement le cadre de notre petite personne et qu'on doit absolument faire éclater au moins une partie de la vérité, la plus grande partie de la vérité, tant qu'on peut encore le faire. Donc, je ne crois pas qu'on va baisser les bras tout de suite. Je ne crois pas que ce soit dans notre ADN. On demandera à M. McKiernan s'il y a un ADN particulier pour les emmerdeurs chroniques comme nous. Je ne suis pas sûre qu'on trouve la réponse tout de suite. En tout cas, il y a une chose de sûre, c'est que il faut de la ténacité pour tenir dans ce monde. Est-ce que vous avez une note d'espoir quand même, après ces quelques jours où vous avez rencontré quand même le haut du panier de ce qui se pense dans le monde? Et j'ai une petite question subsidiaire pour vous. Avez-vous la moindre idée de chiffres possibles sur les maladies du cœur et des poumons qui ont été induits par les effets indésirables de ces injections? Est-ce que des chiffres existent là-dessus ou pas du tout? Ici, Jessica Roche, justement, en a parlé, et puis il y a eu des publications, notamment par rapport à la fréquence des myocardites. C'est à peu près 7 pour 1000, je crois. C'est entre 2,3 7 pour 1000. Non. Entre 2,3 et 2,8%. Ah oui, c'est du pourcent. D'accord. C'est pas pour 1000. 2,3 et 2,8%. Donc en fait, si on le ramène à l'échelle mondiale, ça fait des millions et des millions. Alors, il faut calculer. Voilà, d'accord. Mais c'est énorme. Oui, on a des indicateurs précis. Il y a eu plusieurs publications, etc. Et c'est vraiment ces injections. En fait, il est temps vraiment que ça s'arrête, parce que, alors peut-être que ça fait partie du plan finalement, voilà, au passage, tac, on fait. Il y en a qui ont beaucoup parlé de la dépopulation. Moi, c'est mon avis personnel. On ne fait jamais rien pour rien. Et puis, au passage, ces laboratoires se sont faits, ont engrangé des milliards et des milliards de dollars. Donc il est temps aujourd'hui que ça s'arrête. Donc, il y a une prise de conscience aux États-Unis
il en faut une en fait en Europe. Il y a des députés européens qui veillent pour ça. Et il y a aussi, il n'y en a pas nombreux, des députés français. Je pense notamment à Nicolas Dupont-Aignan. Mais moi, je ne suis affiliée à aucun parti politique. Mais en tout cas, ça a été l'un des seuls avec Martine Bonner qui ont porté la voix vraiment, finalement, en disant attention, là, il ne faut pas faire n'importe quoi non plus. Et aujourd'hui, on voit les dégâts. Donc, il faut qu'ils soient plus nombreux. Et je pense que c'est à nous, en fait, à voter. Mais au-delà de ça, en fait, c'est au peuple à reprendre le pouvoir. Voilà. Alors, je vais citer également le sénateur Loïc Hervé, qui a été extrêmement actif pour lutter contre la discrimination entre les citoyens français. Et il a monté des structures d'abord locales, ensuite départementales, puis nationales, autour de lui et de plein d'élus locaux pour faire appliquer en fait les principes constitutionnels de non-discrimination entre citoyens français. Je le dis parce qu'il y a tout un tas de gens en fait qui ont agi à certains moments. Ils sont peut-être moins visibles aujourd'hui, mais ils ont eu quand même l'heure de réagir au bon moment et sur les bonnes questions. Donc, je reviens sur ma question de base. Y a-t-il de l'espoir pour la suite? Sur quelle note positive on peut terminer cette interview, selon vous, Vincent? Oui, je pense que si il y a un espoir, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'effets indésirables qui sont maintenant indéniables. Comme tu l'as rappelé tout à l'heure, il y a des gens qui commencent à rétropédaler. On a vu également Tedros, le président de l'OMS, en fait, qui a dit que finalement, ils n'avaient rien imposé à personne, qu'ils avaient juste donné 2-3 informations comme ça, mais que tout le monde était libre, ce qui n'est évidemment pas vrai. C'est vraisemblablement des États-Unis que ça partira, plus peut-être de certains pays. On a vu au Canada, par exemple, les convoyeurs gagner dans leur lutte administrative et donc faire annuler par le tribunal administratif l'interdiction qui leur avait été faite de manifester. Hier, on a oublié de le dire, mais ils ont témoigné, ils sont venus témoigner devant l'ICS. C'était extrêmement émouvant. Oui, j'ai vu. Oui. Des gens, effectivement, il y a eu beaucoup de larmes, je peux vous dire, et c'est des tough guys, comme on dit, ces mecs, c'est des conducteurs de camions, c'est des hard workers à l'américaine. Et donc, oui, parce que la vérité, il y a une phrase de Rakami que j'aime bien citer, qui était un psychiatre français, qui disait: la voix de la vérité est une petite voix, mais elle vaut le coup, et elle finira par s'imposer. En tout cas, on construit ça. Et aujourd'hui, devant Ram Johnson, il y avait une grande solennité et tout le monde a bien compris que les choses étaient graves et sérieuses, que les faits étaient là et que plus rien ne pourrait arrêter ça. Donc moi, je suis confiant, même si hélas, je crois que c'est aux États-Unis que ça se passera. Tu as cité Loïc Hervé, il y a aussi une autre sénatrice de Savoie, parce que Loïc Hervé est de Savoie, qui s'appelle Sylviane Noël, qui a rejoint ce groupe-là avec William Braun, avec des tas de gens comme ça. Et donc on tient à les saluer, parce que si en France, en tout cas, on a encore de l'espoir, justement, c'est grâce à eux aussi. Tout à fait. Je pense qu'il faut garder espoir. Il faut que les parents gardent espoir aussi, parce qu'il en va aussi de leur enfant. Et c'est difficile, c'est long, on est tous fatigués. Parfois, on a envie de tout laisser tomber. Mais non, il faut continuer. Et il faut continuer pour nos enfants. Ça sera le mot de la fin. Je vous remercie infiniment de ces 48 minutes que vous nous avez accordées. Je vous souhaite un excellent retour en France. Et puis, je sais que la baguette beurre va être très bienvenue à l'arrivée, parce que on aime bien voyager, mais qu'est-ce qu'on est bien chez soi quand même, hein? Voilà, on vous embrasse, on vous souhaite bon courage. Et puis, on se revoit très vite, puisqu'on a des émissions prévues ensemble. En tout cas, un grand merci à vous, et puis un grand merci pour votre travail et votre implication. Merci. À très bientôt. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Bonne soirée.